faut d'abord savoir que l'Institut en santé mentale de Québec, c'est ce qu'on appelait avant Robert Giffard, le centre hospitalier dédié aux soins psychiatriques de la région. C'est donc un établissement à vocation régionale et qui s'adresse à l'ensemble de la population qui ont des problèmes importants en santé mentale aussi. C'est un établissement de deuxième, troisième ligne. Pour moi, c'est un incontournable. Je ne pense plus que maintenant, on peut travailler autrement qu'avec le réseau et pour ce réseau-là. Je trouve que c'est... tu vois, la lecture qu'on fait des enjeux, des problèmes actuellement, ils sont toujours systémiques. Et je pense que la solution, elle est aussi systémique, donc elle est dans la contribution d'un ou l'autre des acteurs de ce réseau-là. Je pense aussi que c'est notre façon d'être au meilleur chacun. Celui où chacun arrive avec son expertise, avec sa connaissance, avec son point de vue, notamment sur la question, évidemment, la réponse aux besoins des personnes dans un réseau. Alors pour moi, on ne peut même plus réfléchir à la prestation de soins et de services sans parler de réseau. Alors pour les gens qui sont atteints de santé mentale, mais pour les gens qui ont d'autres types de problèmes, c'est la même chose pour moi. Ben moi, je trouve que, je répète là-dessus, mais je trouve que ça nous permet d'être ce qu'on est de meilleur. Je me dis, bon, ben si, par exemple, moi, je regarde toute l'expertise en psychiatrie, tout le regroupement des gens qui y travaillent et qui ont développé des façons de faire basées sur les meilleures pratiques et qui se savent maintenant au service du réseau local. Donc, ils savent qu'ils viennent compléter l'offre de services qui est plus, je dirais, universelle du réseau local. Alors, ça permet ça. Ça permet de pouvoir hiérarchiser les services, donc faire en sorte que tout le monde n'a pas besoin des services spécialisés, mais quand ils en ont besoin, de pouvoir être là à les offrir également. Le réseau, c'est aussi, ça permet entre les partenaires d'assurer une meilleure continuité de service pour les personnes, un accès qui est facilité à certains égards, bien qu'on parlera aussi que c'est un enjeu, ça reste un accès facilité. Je pense que ça personnalise également le service. Et ça permet l'adéquation, la meilleure adéquation possible entre le requis et la prestation de soins. D'entrée de jeu, il faut voir que les gens qui ont des problèmes de santé mentale se retrouvent partout dans le réseau. Donc, on est toujours en interface avec une ou l'autre des organisations dans le réseau, hein, avec les C3S, mais avec les centres hospitaliers, avec les organismes en dépendance, le centre jeunesse. Alors, on voit comment on est interfacé avec tout le monde. Alors, bien sûr qu'il y a un enjeu de confiance. Il y a un enjeu de confiance, de transparence aussi avec nos partenaires. Il y a un enjeu de compétence parce que si, comme établissement spécialisé, j'offre la même chose que les gens de la première ligne, des centres de santé, services sociaux, je ne suis pas la plus-value qu'on attend de moi et je remplis pas le mandat pour lequel j'ai une reconnaissance, notamment universitaire, mais aussi d'établissements spécialisés. Il y a un enjeu de culture organisationnelle, de choc de culture aussi, où finalement on a tous nos croyances, on a nos façons de travailler et nos histoires. Dans un établissement comme l'Institut universitaire en santé mentale, il faut comprendre que c'est plusieurs dizaines d'années d'histoire et ça a toute sa valeur, mais ça a aussi tout son enjeu dans la transformation des services, dans le fait de faire confiance aux autres pour faire une partie du travail, qu'ils font très bien d'ailleurs, pour reprendre le relais après aussi. Alors, dans ce sens-là, de mon point de vue, ce sont les principaux enjeux. La clé, toutefois, de mon point de vue, c'est les personnes. Ce sont les personnes. Ce sont comment on travaille ensemble, comment on met des mécanismes de concertation de plus en plus, je dirais, permanents pour faire en sorte d'assurer dans le temps que ce réseau-là existe et donne les résultats qu'on attend. En termes d'exemple, il faut voir que maintenant, on est très
préoccupés, je dirais, puis aussi sensibles à l'engorgement des urgences. Pas juste en termes, je dirais, de statistiques, mais en termes d'impact chez la personne. Il faut comprendre qu'une personne qui est atteinte de santé mentale ou qui a un problème de dépendance, qui se retrouve à l'urgence, vit énormément de pression, de difficultés, et il faut faire en sorte que ce soit le moins longtemps possible. Maintenant, ça ne peut pas reposer sur un seul acteur. Okay? Ça ne peut pas reposer au centre hospitalier, à l'urgentologue qui, lui, le reçoit, et ça ne peut pas non plus juste reposer aux instituts ou aux établissements à l'externe. C'est vraiment un travail systémique. Hein? On le disait tantôt, un problème qui est systémique, alors la réponse y est aussi. Ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est de mettre en place une équipe de liaison en dépendance dans les urgences. À ce moment-là, j'étais plus à cet établissement-là, où les psychiatres de l'urgence psychiatrique du CHUL nous disaient leur difficulté à poser un bon diagnostic pour les patients, de telle sorte on attendait, on laissait les gens plusieurs heures en observation pour ça. Or, la contribution du centre spécialisé à ce moment-là en dépendance a été de pouvoir être sur place et aider à faire le diagnostic différentiel d'une certaine façon, à convenir. Est-ce que là, on est devant quelqu'un qui a un problème de dépendance ou bien si on est dans une dimension plus psychiatrique. Et ce projet-là a permis, juste par la contribution de l'expertise d'une infirmière, a permis de vraiment faire des références extrêmement rapides, mais surtout, on regardait, il y avait tout près de 80%, dès la première année, 80% des personnes qui avaient un diagnostic d'abus-dépendance et qui n'étaient pas référées dans le centre spécialisé. Alors, l'offre de service qui a été faite par l'intervenant à ce moment-là du Centre Val-Villeneuve a permis une réponse juste à temps, une réponse beaucoup plus adaptée aussi. Et alors que les gens ne se maillaient pas avec cet établissement-là, actuellement, et très rapidement, ils ont été maintenus et ont reçu des services. Bon, ça a fait école et maintenant, la volonté ministérielle et gouvernementale, c'est qu'il y en a partout. On s'en va étendre ça au Québec. Pourquoi j'en parle, c'est que c'est parti d'un projet où les deux avaient besoin un de l'autre. Okay? Les établissements, okay? Bien sûr au profit de la clientèle, mais les deux trouvaient ça. Le Centre Val-Villeneuve ne rejoignait pas la clientèle pour laquelle il existait puis pour laquelle il y avait toutes les ressources pour l'aider. Et le CHUL, à ce moment-là, le CHUC, lui, n'avait pas accès à l'expertise qu'il avait besoin pour donner le bon service à son patient. La rencontre a créé d'abord une réponse beaucoup plus adaptée qui s'est validée dans le temps parce que ça fait 4 ans maintenant et c'est toujours aussi de pointe. Et les personnes qui sont là, bien, on a baissé le niveau de fréquentation à l'urgence, baissé évidemment la durée et tout ça. Alors, c'est là que je pense qu'il y a des gains à travailler en réseau. Bon, mais il y a plein d'autres exemples, mais celui-là était parlant de la plus-value de travailler comme ça et le maillage après ça qu'on faisait avec les C3S pour faire le relais dans la communauté aussi. Notre rôle, c'est d'assurer une forme de leadership quant à la santé mentale, bien sûr. Donc, s'assurer, par exemple, de rendre disponible l'expertise. S'assurer d'animer, hein, d'une certaine façon, en concertation avec les C3S, mais d'animer le développement et l'arrimage aussi des services en santé mentale, spécialisés bien sûr, mais avec aussi en lien avec ce qui s'offre à la première ligne aussi. Alors, c'est d'être un acteur qui mobilise les gens autour de cette dimension-là de la personne, qui est sa santé mentale et les problèmes qui peuvent en découler aussi. C'est d'être participant aussi. C'est autant exercer un leadership de compétences, d'expertise, mais c'est aussi de participer à ce réseau-là, de comprendre c'est quoi les besoins, de collaborer à la lecture des besoins qui se fait sur un territoire donné, de pouvoir par l'appui, par le soutien, par l'échange de formation, par exemple, parce que moi, je pense que c'est réciproque de part et d'autre aussi. Il y a comme une réciprocité là, à ce niveau-là. Donc, c'est d'être participant, c'est d'être un membre actif de ce réseau-là.
Un des défis quand on est établissement spécialisé par rapport dans un réseau comme celui-là, c'est de recevoir ou de s'occuper de la bonne clientèle. Puis quand je dis la bonne, c'est celle qui nous est destinée. Parce qu'un service trop intensif, trop spécialisé pour une personne qui n'en a pas besoin, c'est pas plus indiqué qu'un service pas du bon niveau non plus. Alors, souvent, c'est comme c'est une clientèle qui exige beaucoup, qui insécurise parfois et qui nous laisse sans réponse, on a souvent envie de nous l'envoyer. Okay? Et par tradition, les gens qui sont au centre hospitalier, à un moment donné, par tradition ou par dépit ou parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu le relais facilité, le réflexe, c'est de la garder. Or, dans les faits, on se rend compte que quand on est ensemble, on est plus capable de lui donner. Hein, on parlait d'adéquation entre le requis de soins puis ce qui est requis, mais aussi ce qui est donné comme soin. Quand on travaille ensemble, on travaille beaucoup plus au service de cette clientèle-là que pour garder, en tout cas, pour avoir des chasses gardées comme ça aussi. Alors moi, je pense que le défi, c'est oui la confiance, mais c'est celui de pouvoir mieux se connaître, mieux utiliser les forces de chacun et faire en sorte que les personnes aient le bon requis de soins. Et c'est souvent, c'était pareil en dépendance. C'est comme c'est des difficultés au niveau de l'intervention, on a envie que ce ne soit pas dans sa cour, et pas les personnes, mais on ne se sent pas compétent quand on est dans un réseau. Or, il y a de grandes compétences partout, il faut juste les mettre au bon profit. Si je parle comme établissement spécialisé, je vous dirais que ma compréhension, c'est qu'on soit là au temps opportun pour pouvoir les soutenir en temps opportun, pour pouvoir leur donner accès à l'expertise en temps opportun, ou bien recevoir les personnes aussi, leur donner des soins hein, aussi. Et souvent, ce qui fait défaut, c'est l'accessibilité au bon moment. C'est la personne, c'est le spécialiste qui répond à l'omnipraticien au bon moment pour être capable. Parfois, c'est l'ajustement de médicaments, mais le délai créé fait souvent que là, après ça, on a une détérioration de la condition de la personne, alors qu'au fond, au juste à temps, on aurait pu avoir un ajustement de médicaments. Là. Puis je ne veux pas être réductionniste, mais on voit ça aussi. Alors, moi, je pense que ça, c'est vraiment un défi et qui n'aide pas la crédibilité de nos établissements quand l'accès est moins bien fait. Ça m'amène à la fluidité aussi de la trajectoire. On a eu à faire, quand je suis arrivée à l'établissement, à l'Institut, on avait des zones. En fait, il y avait toujours l'engorgement dans les urgences et là, il y avait une pression. Et le grand coupable de ça, c'était l'Institut. Pour toutes sortes de raisons, c'était l'Institut qui ne prenait pas assez vite et autant de patients. L'Institut avait des choses à regarder, c'est vrai, mais en même temps, on a choisi comme réseau, parce qu'à Québec, on est privilégié, je pense, d'avoir un partenariat bien serré, bien établi entre nous. On a choisi de regarder le problème de l'engorgement dans les urgences psychiatriques, de le regarder en réseau avec les partenaires, pour s'apercevoir très rapidement qu'il y avait partout des goulots d'étranglement dans la fluidité, okay, qui n'étaient pas plus à l'Institut que dans les ressources non institutionnelles des C3S, que dans l'accès à des services intensifs, de telle sorte que quand on faisait toute la trajectoire ensemble avec des intervenants et des gestionnaires et des médecins de chacun des milieux, on s'apercevait que finalement, le problème, il était sur l'épaule de tout le monde. Et quand c'est comme ça, il y a une multitude de solutions qui viennent plutôt qu'une recherche de coupables. Et cet exercice-là qu'on a fait un peu dans une situation de crise nous a guidés parce que depuis ce temps-là, on ne travaille plus aucun dossier structurant d'organisation de services sans qu'autour de la table, les partenaires soient là. C'est particulièrement, c'est parfois laborieux,
Mais je vous dirais que ça donne, on n'est plus du tout dans une recherche de coupable, dans une recherche de qui fait pas ce qu'il y a à faire. On est beaucoup plus dans comment on pourrait faire mieux. Parce que on est convaincu qu'on l'a pas encore tout trouvé les réponses. Il y a encore des gens qui attendent trop longtemps, mais ensemble, on a fait beaucoup mieux. Et on a même accepté dans la région qu'à un moment donné, on va soutenir tel établissement parce qu'on a les ressources limitées aussi, mais que c'est tel établissement qui aura un soutien parce que ça va servir à toute la trajectoire. Alors, on n'a plus du tout la même logique. Et c'est vraiment la personne qui a des grands gains dans ça. Ce que ça l'a changé, je pense que ça a donné beaucoup d'humilité à tout le monde. Ça a rendu les établissements plus humbles, c'est drôle à dire, mais beaucoup plus confrontés à la limite de travailler seul, mais aussi, donc, parce qu'ils ont vu le gain de travailler à deux. Okay? C'est certain qu'au début, il a fallu qu'on se rende des comptes réciproquement, il a fallu qu'on voit, bon, on est passé par tous les jugements, moi, je pense que les grands gagnants, ce sont les usagers, les grands gagnants, c'est la clientèle, c'est celui de reconnaître chez l'autre qu'il y a une expertise que j'ai pas, c'est celui de pouvoir devenir meilleur parce que si l'autre est concentré dans ce qui se fait de meilleur, il devient un bon enseignant pour moi, il devient, moi je peux faire confiance que dans la région ici, quand ces établissements-là spécialisés sont mis à profit, peuvent me mettre en contact avec les données probantes, avec les meilleures pratiques, tout ça. Et comme notre réseau est solide, comme nos mécanismes de concertation le sont, le partage d'informations, le soutien est beaucoup facilité par ça. Alors, moi, je pense que c'est un plus par rapport à travailler chacun seul en silo. J'ai vu tellement de gens partir de nos établissements et ne pas avoir de relais, alors qu'ils avaient des besoins immenses encore, mais qui n'étaient pas de la spécialité. Hein. C'est pas parce qu'une personne a des problèmes de santé mentale puis que son état est stabilisé qu'il n'y a pas d'autres types de besoins. Hein. Même la plupart du temps, il en a d'autres. Alors, dans ce sens-là, de pouvoir le faire. Je ne dis pas que c'est parfait, mais Caroline, qu'on est rendu bon. Puis je pense que ce réseau-là, dans une région comme ici, mais je pense que c'est pareil dans d'autres régions, on a des acteurs de réseau qui font la différence. Et ce qui est assez encourageant quand on vieillit, c'est de voir qu'il y a des relais aussi, puis qu'il y a des gens qui portent maintenant ça, alors qu'au début, on a eu à le bâtir aussi, puis c'est ça. À l'Institut, on est très interpellé, notamment par la formation. Hein. On offre beaucoup de formations, je dirais, de type plus universel. Là, il y a des calendriers de formation partenaires. Évidemment, on travaille, par exemple, avec les guichets, tous les guichets de santé mentale. On est en train d'implanter toute la question du médecin spécialiste répondant en psychiatrie. On est sur des comités de concertation. Je regarde, on travaille actuellement la question des urgences psychiatriques. Quand je vous dis ça, il faut comprendre que l'Institut n'a aucune urgence psychiatrique qui est en association avec l'Enfant Jésus, mais il n'y a pas l'imputabilité directement. Mais on est associé de notre équipe de psychiatres parce qu'on a un département régional, nous, de psychiatres. On travaille en collaboration dans ça. Si, par exemple, il y a un projet avec où on peut être interpellé, on est participant, il y a toujours un membre, un cadre, un gestionnaire, un médecin qui font partie des travaux également. On fait partie des forums de partenaires qui sont animés évidemment par le réseau local où on est présent. On fournit les données. Hein. À Québec, ici, l'Institut universitaire a ce qu'on appelle le système d'information usagée, le SIU, aussi qui permet à tout le monde d'avoir accès à des données. Dans le fond, c'est un petit peu un dossier unique là, aussi d'usagers pour lequel l'information est disponible en temps réel sur ce qui se passe, où est la personne, un peu son historique. Bien sûr, tout est perfectible, mais quand même, c'est qui vient confirmer notre réseau à travers un outil informatique. Et ça,
je vous dirais que c'est une clé là, dont on a moins parlé, mais qui est, en tout cas, je pense, un gage de succès et qui garantit un succès aussi dans la continuité de l'information, qui est une pierre angulaire aussi du partenariat en même temps. Alors, il y a différents projets de cette nature-là. On est en train actuellement de faire un projet entre l'Institut et une GMF, là, aussi, où on essaie de voir, comme notamment nous, on a une difficulté avec les patients qui ont des psychoses, des troubles psychotiques là, assez graves. On n'est pas en mesure de faire le relais avec les omnipraticiens parce que eux trouvent difficile de prendre en charge ces personnes-là s'ils n'ont pas le soutien. Alors, le projet consiste à mettre une infirmière de liaison en provenance de notre établissement, mais sur place à la GMF pour que cette personne-là aide, d'une part, évidemment, soutienne le médecin dans la préparation aussi, mais soutienne l'équipe qui est là-bas aussi et permette de faire le relais avec nos équipes de psychiatres également. À l'inverse, les gens, les médecins là-bas, eux, disent que leur besoin, c'est d'avoir un appui des psychiatres, notamment pour tous les cas plus au niveau des troubles affectifs et de l'humeur. Alors, ils ne veulent pas nécessairement nous les envoyer, mais ils disent si on avait un accès rapide. Alors, on est beaucoup dans une approche gagnant-gagnant et on est certain qu'on va gagner des prix avec ça. Parce que les gens sont extrêmement contents. On commence, on est en train de l'élaborer, mais les gens, ce qu'ils veulent, au fond, c'est pouvoir avoir des mécanismes facilitants. L'idée des infirmières de liaison, c'est très gagnant de part et d'autre. Oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont indéniables, hein, parce qu'il faut comprendre que les gens en santé mentale, souvent au niveau de l'hébergement, il y a des difficultés. C'est des gens dont l'employabilité est plus difficile, c'est bien sûr. Alors, on travaille avec les organismes. Je vous parlais qu'on est en train de réviser un petit peu comment ça se passe dans les urgences psychiatriques. Bien, autour de notre table, on a les gens des C3S, on a les gens représentants du communautaire, on a les gens des centres hospitaliers et on est présent. Puis on tente de regarder. Alors, ils sont présents dans notre vie, ils sont présents sur nos tables, notamment parce qu'ils reçoivent la clientèle qui ne sont pas nécessairement stabilisés non plus. Et leur expertise est tout à fait unique aussi. Alors, on travaille. C'est sûr qu'on a à s'ajuster, puis c'est sûr qu'on est un réseau public et réseau communautaire, mais je vous dirais qu'il y a des grands pas de ce côté-là et c'est des incontournables pour nous aussi. On a maintenant aussi des parents aidants, donc on travaille aussi avec l'organisme qui s'appelle ici La Pure, là, qui nous permet d'avoir des parents aidants. L'Institut est assez en avance à ce niveau-là. On en a déjà 5. Et donc, c'est des gens qui travaillent, qui ont eu la maladie, mais qui sont stabilisés, qui travaillent avec nous, je dirais, à nous rendre meilleurs.